Qu'est-ce qui se passe le jour où il faut faire un choix dans l'usage de l'énergie, par exemple? Alors je sais, certains nous disent qu'il n'y aura jamais de problème dans l'approvisionnement de l'énergie, qu'on aura suffisamment assez, que tout ça, que tout ça. Mais en fait, en vrai, personne ne le sait. Personne ne le sait puisqu'on ne sait pas comment vont évoluer les usages de la fameuse IA générative. On ne sait pas non plus comment vont évoluer les technologies, comment vont évoluer, comment va évoluer le climat. On sait qu'à certains moments, ça peut être particulièrement compliqué. Comment la big tech, à un moment donné, crée l'emprise pour fonder son empire? Avec plusieurs étapes de son développement. Le levier transsectoriel, c'est quand un acteur, en fait, devient une infrastructure nécessaire au fonctionnement et à l'interconnexion de secteurs devenus clés, ou secteurs tout simplement clés, centraux à la société. Donc ça va être par exemple la santé, ça va être par exemple l'éducation, la mobilité, d'accord. Ça va être également la sécurité. Et effectivement, la big tech a intégré, enfin s'est intégrée dans ces domaines au fur et à mesure et les a rendus en fait dépendants progressivement, technologiquement, d'un certain nombre d'infrastructures. C'est ce qu'on peut appeler dans le langage économique une intégration horizontale. Sauf que là, on l'aborde en tant que levier de puissance. Le levier d'intermédiation, c'est être l'intermédiaire incontournable entre d'un côté des utilisateurs et l'information, donc voilà, les médias sociaux, et également les moteurs de recherche, et également l'IA générative. Donc être l'intermédiaire au cœur de ça. Les acheteurs et les vendeurs, ou même les citoyens et des services, voire des services publics. Donc ça, c'est effectivement un levier très puissant, parce que si vous êtes au cœur de cette relation, c'est vous qui en gérez les modulations. Et donc, la diffusion d'informations, la manière dont les gens interagissent, le nombre de caractères que vous pouvez mettre dans un post, etc., etc. Le levier d'empilement technologique, qui lui est en fait, ce dont je parlais un petit peu avant avec Google, le fait, donc l'intégration verticale dans le langage économique, c'est le fait qu'on va empiler au fur et à mesure, au sein d'un seul acteur, plusieurs technologies. Donc par exemple, on va avoir effectivement chez Google, on commence par la recherche d'informations, par les moteurs de recherche, avec un système fondé sur la pub, puis ensuite on va vers des outils bureautiques, on va intégrer dans les écoles, dans les entreprises, etc. On va proposer des services de cloud qu'on intègre en sous-couche infrastructurelle dans les applications, donc des choses que nous, on ne voit pas, mais qui permettent de faire fonctionner nos applications. On crée des applications dans des secteurs de la mobilité, etc. Donc ça, c'est la partie aussi software layers, interface. On crée des agents d'IA. Voilà. Et par ailleurs, j'ai mis énergie et core resources parce qu'en fait, on se rend compte que, par exemple, Google notamment, mais aussi d'autres, vont de plus en plus du côté de l'énergie. Google Energy est une entreprise qui existe aux États-Unis. Et progressivement, en fait, c'est pas qu'ils vendent de l'énergie, mais ils se mettent comme intermédiaires entre fournisseurs d'énergie et clients. Et c'est assez intéressant parce que du coup, ils acquièrent un savoir-faire qui leur permet progressivement de représenter en fait un acteur assez clé dans ce secteur de l'énergie aux États-Unis. Et moi, mon hypothèse, c'est qu'à l'avenir, c'est un peu ce qu'ils cherchent à faire. C'est à se mettre en tant qu'intermédiaire de fourniture d'énergie afin de revendre. En fait, on en reparlera dans le prochain livre. J'en parle un peu déjà, d'ailleurs, dans la partie 4, dans le dernier chapitre, où effectivement, l'énergie devient une stratégie d'expansion, pour le coup, à la fois en tant qu'empilement technologique, mais aussi en transsectoriel pour ces entreprises. Alors, ce qu'on peut voir, donc là, je parle beaucoup de Google parce que j'ai les schémas qui correspondent, donc c'est plus facile d'en parler en conférence, mais évidemment, je parle aussi d'autres acteurs dans le livre. La figure 10 dans le bouquin, donc là, évidemment, vous n'allez rien voir quasiment, à part ceux qui sont au premier rang. Cette figure 10 que je publierai à un moment donné, je pense, sur mon site, parce que même dans le livre, c'est petit, donc je pense que je le mettrai à un moment donné à disposition. En fait, c'est une manière de montrer l'évolution temporelle d'une entreprise comme Google. On pourrait le faire pour toutes les big tech, en fait, en montrant à la fois leur expansion initiale sur les logiciels, sur d'autres secteurs, donc cette idée d'empilement technologique dont on parlait. Et puis là, on a quand même la version aussi transsectorielle avec des domaines d'activité dans lesquels ils ont commencé à se développer, avec parfois des abandons. Voilà, il y a des moments, ils ont testé des choses, ils ont arrêté. Il y a des moments, c'est juste des spin-offs, voilà, des petites entreprises qui meurent assez rapidement. Et puis parfois, ça évolue vers de vrais produits qu'ils intègrent.
en fait. Il y a d'autres leviers de puissance, mais vous les découvrirez plus tard. Et là, disons que l'ensemble de ces leviers de puissance mène du coup à ce qu'on peut appeler des phénomènes cumulatifs. Le fait qu'on ait un empilement technologique, une place d'intermédiaire entre les activités, le levier de passerelle technique dont je n'ai pas parlé, mais le fait de, voilà, de par exemple posséder un câble, etc., bon, fait que progressivement, il y a un levier de concentration où les clients, les utilisateurs se retrouvent de plus en plus amenés à utiliser leur technologie par plein de moyens différents. Donc, c'est vraiment une concentration du marché sur leurs interfaces et leurs technologies, qui crée du coup dans le même temps un levier écosystémique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous utilisez leurs produits, quelque part, ils vont continuer en fait à s'étendre, à vous, en fait, vous formater à leurs pratiques déjà d'une part, et puis ils vont agir sur l'écosystème de manière assez dense, notamment par la formation. Et il y a un concept que j'aime bien, que j'avais déjà posé dans la première édition et que je remets là, le passeur de technologie, c'est-à-dire en fait tous ces facilitateurs locaux d'implantation de la technologie, qui vont être par exemple les cabinets de conseil, voilà, parfois missionnés, enfin parfois payés par l'État, hein, voilà. C'est pas pour rien qu'on a beaucoup Microsoft dans l'État ou Google au niveau du ministère de l'Éducation. C'est aussi parce que pendant des années, les cabinets de conseil ont conseillé justement des fonctionnaires, des agents de l'État sur l'usage de leurs produits. Voire ils offrent des formations aussi. La Big Tech offre beaucoup de formations actuellement sur l'IA, notamment aux grandes entreprises. Et aussi un autre passeur de technologie vraiment central dans leur expansion qui va être le développeur de solutions privées, donc le développeur Azure, le développeur AWS, le développeur Google Cloud, etc. etc. Pourquoi c'est intéressant? Parce que leur formation n'intègre qu'assez peu de technologies alternatives. Et donc, ils deviennent les meilleurs ambassadeurs de la technologie privée, puisque c'est une condition pour eux d'accéder au marché du travail. Donc, ils vont promouvoir la technologie, pas une autre, pas une alternative. D'ailleurs, ils en connaissent assez peu. Et du coup, ils vont continuer en fait à devenir en quelque sorte ces passeurs de technologie internalisés à la fois aux administrations et aux entreprises. C'est assez important parce que pour ceux qui ont déjà fait en fait ce travail-là de chercher des alternatives pour leur entreprise, par exemple, vous aurez remarqué que quand vous allez voir les développeurs, il y a 2 écoles. Et généralement, vous sentez ceux qui effectivement n'ont été formés qu'aux technologies des big tech, des GAFAM, quoi. Et du coup, qui ne se connaissent pas autre chose, qui ne sauront même pas. Ils vont juste vous dire, oui, bah ouais, mais le reste, ça marche pas. Voilà. Et puis, il y a les autres. Ceux qui connaissent un peu l'open source, ceux qui connaissent effectivement d'autres entreprises européennes et qui ont testé, qui ont généralement une connaissance technique, désolé pour les autres, un petit peu plus poussée ou native, en tout cas un peu plus poussée, parce qu'effectivement, il faut mettre les mains dans le cambouis et c'est très bien. Alors, le levier territorial, je le mets quand même à la fin, parce qu'à mon sens, c'est celui qui prend beaucoup d'importance, de plus en plus d'importance aujourd'hui. C'est un pouvoir qui découle du contrôle sur le territoire d'un point de passage obligé. Et c'est quelque chose, alors je vais m'expliquer un petit peu là-dessus, c'est quelque chose qui est particulièrement fort quand, par exemple, on parle de méga câbles, ou quand on parle de cloud, ou quand on parle de centre de données. Je vais vous donner un exemple. En mars 2024, il y a eu 4 câbles qui ont été coupés aux alentours de l'Afrique de l'Ouest, et puis de l'autre côté aussi, qui a mis à peu près 13 pays africains, blackout Internet, pas d'accès, pendant un certain temps. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a eu pas mal de redirections via les réseaux terrestres. Là où il y avait des réseaux terrestres, ce n'était pas le cas partout. En Afrique, ça dépend des pays, ça dépend des interconnexions dans un certain nombre de pays. Et par contre, il y a eu une redirection vers des méga-câbles. Les méga-câbles de qui? Tout Africa Meta. Meta et China Telecom, parce qu'il n'y a pas de problème pour les US et la Chine de faire alliance quand il s'agit de s'étendre en Afrique, et Kuyano de Google. Là encore, on a un phénomène de crise qui fait grandir le pouvoir, l'importance de ces acteurs en disant « Ah mais, ils sont indispensables, on a besoin d'eux ».
Voilà. Et en fait, le fait d'être des méga câbles sur des routes potentiellement alternatives face à des infrastructures plus anciennes, puisque les télécoms n'ont plus les moyens financiers de financer de nouveaux câbles, voilà. Et bien du coup, ils prennent un pouvoir considérable à la fois sur l'écosystème numérique, mais aussi sur des pays qui sont peu connectés, par exemple. Alors clairement, pour les pays africains, aujourd'hui, ils roulent tranquilles hein, pour les big tech, et on ne peut pas les blâmer, parce qu'effectivement, c'est les big tech qui mettent le plus d'argent pour l'infrastructure et pour le logiciel. Et ça pose un rapport de force important, considérable, qui vient s'ajouter à des dépendances structurelles historiques très fortes, en fait. Sur les centres de données, on a là aussi un vrai sujet qui nous concerne un petit peu plus, qui est celle de l'implantation des méga-factories IA, etc. Des campus IA. Bon. On a affaire à des champs de centres de données qui sont sur des centaines d'hectares hein, parfois. Hein. Pour ceux qui sont annoncés, je veux dire, Google Châteauroux, c'est 195 hectares. Bon, voilà quoi. Toute la plaine commune de Seine-Saint-Denis, avec un excellent article qu'a fait Mathilde Sayou il n'y a pas très longtemps. Si je me souviens bien, c'était 15 hectares. Si on prend l'ensemble, c'est 15 hectares. Si on prend vraiment l'ensemble de la plaine commune, c'est vraiment des surfaces énormes qui génèrent par ailleurs peu d'emplois. Et alors la conséquence de toutes ces infrastructures, elle est aussi sur le territoire, sur l'énergie. Mais quand vous avez des entreprises aussi puissantes que celles-ci, qui par ailleurs mettent en dépendance du coup un certain nombre de secteurs, avec des questionnements de continuité d'activité, voilà, qu'est-ce qui se passe le jour où il faut faire un choix dans l'usage de l'énergie, par exemple? Alors je sais, certains nous disent qu'il n'y aura jamais de problème dans l'approvisionnement de l'énergie, qu'on aura suffisamment assez, que tout ça. Mais en fait, en vrai, personne ne le sait. Personne ne le sait puisqu'on ne sait pas comment vont évoluer les usages de la fameuse IA générative. On ne sait pas non plus comment vont évoluer les technologies, comment va évoluer le climat. Hein, on est à l'Académie du climat. On sait qu'à certains moments, ça peut être particulièrement compliqué. Donc là, c'est un autre schéma que vous aurez tout le plaisir de lire tranquillement si vous avez envie, voilà, et que j'ai mis en ligne par ailleurs. Donc vous pouvez aussi le retrouver en ligne, complet, hein, parce que là, il n'y a que le premier scénario. C'est aussi cette histoire de levier territorial autour du cloud, en fait. Avec cette idée qu'en fait, le cloud reste quand même une technologie centralisée. Arrêtons de dire que parce qu'il y a des régions cloud, ça règle le problème. Non, la technologie reste centralisée. On est sur des infrastructures logicielles qui sont composées vraiment comme des borglets, c'est-à-dire il y a le Borgmaster et puis il y a le reste, les petites filiales, on va dire d'une certaine manière, numériques. Alors oui, une région peut être un petit peu autonome, mais dans tous les cas, elle reste tout de même dépendante du cœur technologique. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas vous-même maîtriser la région. Elle restera toujours associée à l'ensemble.